OK, donc on a dans la dernière leçon vu la structure, en fait, l'unité de filtration du rein qui est le néphron. Alors, chaque rein possède au-delà d'1 million de néphrons. Alors, dont les néphrons, finalement, chaque néphron a une partie qui est située dans le cortex, dont le glomérule, les tubules, et ensuite, dans la médulla, va aller s'étendre l'anse de Henle. Ça, c'est bien important par rapport à l'environnement externe que la médulla offre à ces tissus-là pour faire la réabsorption, la sécrétion qu'on a besoin de faire. Alors, les étapes, le but finalement de l'activité du néphron, c'est de former l'urine. Alors l'urine va évacuer, entre autres, des déchets métaboliques, mais aussi les surplus d'ions, de l'eau et d'hormones et d'autres choses comme ça. Alors c'est au niveau du néphron que le sang qui arrive va être, si tu veux, filtré, mais tout aussi régularisé là, selon le montant d'eau qui doit retourner ou qu'est-ce qui doit rester là, tout ça. Donc, il y a 4 grandes étapes, OK, qui mènent à la formation de l'urine qui va être évacuée par les uretères, éventuellement stockée dans la vessie. Alors, au niveau, il y a 4 grandes étapes. On a la filtration au niveau du glomérule. Ensuite, on a la réabsorption au niveau des tubules. Ensuite, la réabsorption, rappelle-toi, ça réfère à n'importe quand qu'on retourne au corps quelque chose qu'on ne veut pas éliminer. OK, fait que ça, c'est de la réabsorption. La sécrétion, c'est le contraire. C'est quand on va sortir du corps quelque chose qu'on ne veut pas avoir parce qu'on doit l'éliminer. Fait que la sécrétion, ça peut être, oui, des déchets, mais ça peut être aussi des ions quand on veut réajuster le pH, par exemple. Et il y a toujours aussi de la réabsorption de l'eau qui va se faire en dernier lieu là, pour s'assurer de garder les bonnes quantités d'eau qu'on a besoin dans le corps. Fait que c'est quand même un processus assez complexe, là, la physiologie du néphron, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Fait que quand on regarde, quand on vous parle de la filtration glomérulaire, alors rappelle-toi que le sang arrive au rein par les artères rénales. Alors, tu en as deux, la droite et la gauche, puis ensuite, ben, ça devient des petites artères qui mènent au glomérule. Alors, le glomérule, c'est les vaisseaux sanguins qui appartiennent, les vaisseaux sanguins qui apportent le sang. Les glomérules, c'est un réseau de capillaires en forme de petites boules comme ça ici, qui, quand le sang arrive là à haute pression, il y a bien des choses qui vont sortir de là par les pores des capillaires, sauf par exemple les grosses protéines du sang, les globules du sang, ça ne rentre pas là. Le sang lui-même ne rentre pas dans le néphron. Alors, il y a du liquide, beaucoup de liquide, OK, qui va sortir avec plein de substances et qui va se ramasser dans le néphron au niveau de la capsule de Bowman. Alors là, à ce moment-là, on va parler du liquide qui rentre ici, c'est le filtrat. Alors, le liquide qui va circuler dans le néphron va toujours porter le nom de filtrat jusqu'à temps qu'il arrive à l'urtère, où à ce moment-là, ça va être de l'urine. Alors, tu as la filtration. Alors, c'est comme un filtre, c'est poussé à grande pression. L'eau et les solutés passent du plasma sanguin au néphron. Ensuite, dans les tubules, on va avoir de la réabsorption. Fait que tout de suite, on va avoir de l'eau. Okay? Fait que tu peux voir là, que c'est tout le temps, chaque néphron, chaque réseau de tubules est entouré d'un réseau de capillaires pour s'assurer d'avoir des échanges rapides. Alors, tout de suite, on va réabsorber du filtrat qui rentre dans le tubule contourné proximal. On va réabsorber de l'eau, du glucose, okay? Parce qu'on ne veut pas perdre ça. On va aussi réabsorber des acides aminés. Donc, tu vois, là, les flèches montrent que ces substances-là repartent et retournent dans le sang pas mal immédiatement là, quand ça rentre dans le filtrat. Ce qui va rester de ça va poursuivre son chemin et descendre profondément dans la médulla par l'anse de Henle. Et là, je vais vous parler de ce qui va se passer quand ça descend et quand le filtrat remonte. Okay? Ensuite, la sécrétion, ben, c'est quand, tu vois, là, il y a des affaires aussi en tout dernier qu'on va évaluer, des médicaments de trop, d'autres déchets métaboliques comme de la créatine, des ions hydrogène quand le pH doit être ajusté. Ça peut ressortir du sang et rentrer dans le filtrat au niveau du tubule distal. Là. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la sécrétion, ça va se ramasser dans l'urine. Et éventuellement, à la fin, dans le tube collecteur, là, dans la dernière région, ben, on peut aussi réajuster au besoin l'eau qui va être contenue dans le filtrat, soit d'en retourner dans le corps ou d'en garder plus dans l'urine. Ça dépend encore là de tous les besoins du corps. Fait que la filtration glomérulaire, le sang sale arrive au rein par l'artère rénale.
et l'eau et les substances toutes dissoutes dans le plasma sanguin sont filtrées par le glomérule, hein, par des capillaires plus poreux que d'habitude. Et là, ça veut dire que cette partie liquide-là s'en va dans la capsule de Bowman. Pas de globules rouges, pas de protéines, ces choses-là. Fait qu'il y a une grande pression qui est exercée pour s'assurer que ça soit bien passé comme il faut. Et donc, le liquide qui est accumulé dans la capsule, on appelle ça le filtrat rénal, il est transféré au tubule contourné proximal. Alors, 20% du sang qui entre dans les reins se transforme en filtrat. N'oublie pas, là, pas les globules et tout ça. Fait que juste pour vous montrer une idée, les reins filtrent entre 1600 et 2000 litres de sang par jour. Et le filtrat produit, là, regarde ça, c'est 180 litres, puis nous autres, on produit environ 5 à 6 litres d'urine. Fait que tu peux t'imaginer que le filtrat qui est produit, là, ça ne devient pas tout de l'urine, loin de là, OK? Fait qu'environ 180 litres de filtrat est produit à ce moment-là, et là, ça reflète toujours la composition de qu'est-ce qu'on a mangé, puis qu'est-ce qui se passe dans ton corps, et là, tout de suite, la réabsorption va reprendre beaucoup d'eau, puis va reprendre beaucoup de différentes substances. Okay? Fait que la composition du filtrat va changer énormément pendant son passage dans le néphron au complet. Donc, la filtration a eu lieu, on a une grande quantité de filtrat de produit. Là, la réabsorption tubulaire se produit. Alors, environ 65% du filtrat qui est rentré va être réabsorbé. Okay? Ça veut dire retourner dans l'organisme. L'osmose, diffusion, transport actif permet à l'eau, le glucose, les acides aminés, toutes les affaires qu'on a besoin vraiment, on ne veut pas que ça aille dans l'urine, donc c'est réabsorbé rapidement. Les ions sodium, potassium sont déplacés du filtrat aussi vers les cellules environnantes et puis éventuellement remis dans le sang. Ça, c'est selon les besoins du corps. Alors, le revêtement interne du tube proximal est composé d'aspérités, finalement, qui augmentent la surface de réabsorption. Alors, il y a beaucoup de mitochondries dans ces cellules-là aussi pour permettre beaucoup de transport actif. Fait qu'il y a beaucoup d'énergie de consommer par les néphrons parce qu'on pompe plein de choses tout le temps au niveau de la réabsorption. Quand le filtrat arrive à l'extrémité du tube proximal, et là, on n'est pas rendu à l'anse de Henle, il est de composition isotonique. Alors, ça veut dire qu'il contient la même quantité d'eau, fait qu'il n'y a plus d'osmose qui se produit et de soluté que les cellules dans l'environnement à l'extérieur, les cellules du tissu de rein. Il n'y a plus de glucose, il n'y a plus d'acides aminés, okay? Il y a des solutés, il y a des sels, mais c'est isotonique, donc on ne voit plus vraiment de mouvement par diffusion ou osmose. Là, qu'est-ce qui arrive? Le filtrat va rentrer dans l'anse de Henle. Puis je vous rappelle que l'anse de Henle s'en va dans la médulla. La médulla, c'est un environnement différent que dans le cortex. Alors, dans l'anse de Henle, le filtrat va quitter le tube proximal et entre dans la branche descendante de l'anse de Henle. Et les principales fonctions de ça, c'est d'éliminer l'eau par osmose du filtrat parce qu'il y aurait encore beaucoup trop d'eau, puis on deviendrait déshydraté si on resterait l'eau là-dedans. Donc, à mesure que la partie descendante de l'anse de Henle s'enfonce dans la médulla, le milieu en entoure, dans la médulla, les cellules offrent un milieu de plus en plus concentré en sel. Donc, ça vient de plus en plus salé. Alors, si tu te souviens du processus d'osmose, alors ça veut dire en autres mots que le liquide, le filtrat qui va descendre dans l'anse de Henle, va se retrouver dans un milieu hypertonique. Donc, ça veut dire que l'eau va sortir facilement par osmose à partir du filtrat et va s'en aller dans les cellules environnantes et va retourner au sang comme ça. Okay? Donc, quand le liquide, le filtrat descend dans l'anse de Henle, l'eau sort. Okay? Et puis, on va en avoir de plus en plus qui va sortir parce que le processus, plus qu'on descend dans l'anse de Henle, plus qu'on descend dans la médulla, plus le gradient de concentration dans le tissu environnant devient important. Alors, à la fin de l'anse de Henle, quand on arrive dans la petite boucle en bas, je vous amène à la figure ici, vous pouvez voir, quand on descend, ici, dans la branche descendante, l'eau sort. Donc, le filtrat va devenir très concentré. OK? Alors, quand il va monter, alors cette branche-là est perméable à l'eau. L'eau est capable de sortir. Pourquoi que l'eau sort beaucoup? Parce qu'en descendant dans la médulla interne, comme ça ici, l'environnement devient un environnement très hypertonique et ça permet à l'eau de sortir. Et l'eau, ici, va retourner dans le sang et retourner au corps. OK? Donc, c'est une façon de réabsorber la grande quantité d'eau. Quand le liquide ou le filtrat rendu très, si tu veux, concentré en ions, il s'en vient dans la branche ascendante et remonte vers le tubule. Cette branche-là, okay, elle est imperméable à l'eau. Fait que tu ne peux pas voir l'eau qui retourne du milieu ici. Là. Ça serait comme inefficace de faire ça. Alors, c'est imperméable à l'eau, mais perméable aux ions. Fait que par le même processus,
OK? On est rendu tellement concentré que les ions vont, sodium et chlore, les ions de sel, finalement, vont sortir dans le milieu, comme ça ici. OK? Et ça va permettre de maintenir ce fameux gradient-là qui a permis à la réabsorption de l'eau. Fait que là, le filtre va perdre beaucoup d'ions, il va devenir moins concentré quand même en montant vers le tubule distal. Donc, c'est tout ce mouvement-là dans l'anse de Henle qui permet au corps d'aller réabsorber la plus grande partie d'eau, sinon on deviendrait très, très, très déshydraté. Comme tu peux voir ici, quand le sang, OK, le sang arrive comme ça ici, là, et là, on est dans la branche descendante de l'anse de Henle. Le filtre circule comme ça et descend dans la médula, comme tu peux le voir dans le schéma ici. Et là, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir, ben, on va voir l'eau, OK? Vu que c'est une partie perméable à l'eau, l'eau va sortir massivement, puis elle va sortir de plus en plus quand on descend, OK? Et l'eau va retourner dans le sang comme ça, qui ressort après ça du rein avec de l'eau, OK? Quand on arrive dans la partie ascendante de l'anse de Henle, n'est pas perméable à l'eau. Donc, en fait, c'est un processus contraire qui va se produire. Okay? Comme tu peux voir, ce sont les sels qui vont sortir et beaucoup des sels sont là pour justement permettre de maintenir ce fameux gradient-là qui a permis à l'eau d'être réabsorbée. Donc, vous irez regarder ce schéma-là pour revoir encore ce principe-là. OK? Donc, à mesure que la partie descendante de l'anse de Henle s'enfonce dans la médula, le milieu environnant devient de plus en plus concentré. Ce gradient-là permet d'attirer l'eau du filtre dans l'anse descendante et de le sortir dans le tissu environnement par osmose. C'est ramassé par le sang et cette façon-là, on réabsorbe l'eau. Ça s'amplifie. Quand le filtre commence à remonter dans la branche ascendante, qui est mince, la perméabilité du tubule change, puis la partie ascendante est rendue imperméable à l'eau, mais perméable au sel. Donc, les ions sodium vont quitter le filtre par diffusion. Puis encore là, quand ça va retourner là, vers le haut dans le tubule distal, bien, on va être rendu avec une concentration plutôt isotonique, si tu veux. Okay? Les ions sodium vont activement être pompés hors du filtre. Alors, ça contribue à maintenir le milieu salin de la médula pour permettre la réabsorption de l'eau. Ça diminue aussi les concentrations d'ions de sodium du filtre par rapport à celles des tissus. Donc, à ce stade, environ 2/3 du sodium et de l'eau du filtre ont été réabsorbés. OK? Donc, on revient ensuite dans la dernière section, qui est le tubule distal. Okay? Alors là, ici, il y a de la réabsorption qui peut se faire si on a besoin, mais on a beaucoup de sécrétion qui se fait. Alors, dans la dernière partie, on a de la réabsorption, mais beaucoup de sécrétion tubulaire. Le taux de réabsorption active des ions sodium dépend des besoins du corps. Tu sais, si on est trop hydraté, on va retourner du sel dans le corps. Alors, c'est tout le temps selon les besoins du corps. Donc, on va réabsorber passivement des ions chlore. On va transporter activement des ions potassium et hydrogène dans le tubule distal. Ça, c'est selon qu'on a besoin d'hydrogène, par exemple, pour régulariser le pH. Si le pH du corps est rendu trop acide, les reins vont sécréter, vont excréter des ions hydrogène dans l'urine. L'urine aura donc un pH plus bas. Si c'est le contraire, on peut réabsorber aussi des ions bicarbonate. Alors, c'est les derniers réajustements qui se font. Et on peut sécréter aussi de la créatine, les médicaments en surplus, des colorants. C'est sécrété hors du sang par les capillaires environnants du tube distal. Okay? Et ça finit par former le filtre final qui va s'en venir vers le tube collecteur. Okay? Dans le tube collecteur, on a une dernière chance de réabsorber de l'eau si le corps en a besoin lors d'une déshydratation. Alors, c'est vraiment, si vous vous souvenez, l'hormone antidiurétique, elle agit beaucoup sur ça ici. Quand l'hormone, fait que tu vois ici, le filtre qui s'écoule dans le tube collecteur contient encore beaucoup d'eau. Comme le tube s'enfonce dans la médula, il y a un gradient de concentration et l'eau peut facilement sortir par osmose et retourner dans le sang. Si le plasma sanguin est trop concentré ou une personne est déshydratée, le tube distal et le tube collecteur deviennent plus perméables et un volume plus important d'eau sera réabsorbé. Fait que ça, c'est sous l'effet de l'hormone ADH, l'antidiurétique, qui empêche, si on est déshydraté, elle ne sera pas sécrétée et puis on va absorber plus d'eau à ce niveau-là. Fait qu'à cette étape-là, on parle de 99% de l'eau qui a été filtrée, qui a rentré dans le tube proximal pour former le filtre primaire et retourner dans le corps. Les nutriments comme le glucose, les acides aminés et tout ça ont été récupérés par le tube proximal, déjà au départ. Et par transport actif, ça a été retourné dans le corps par les veines rénales. Okay? Donc, la production d'urine, le volume d'urine est contrôlé par, entre autres, beaucoup par l'hormone antidiurétique.
parce qu'elle, elle joue sur la perméabilité des tubes distals et collecteurs. Fait que, je vous rappelle, on l'a déjà vu, c'est une hormone sécrétée par l'hypophyse. Si le corps a besoin d'éliminer de l'eau parce qu'on est trop hydraté, l'ADH est inhibé. Et plus d'eau est éliminée dans l'urine, elle va empêcher les tubes collecteurs de faire sortir de l'eau. Fait qu'elle va diminuer leur perméabilité. Okay? Il y a des substances comme l'alcool et la caféine qui inhibent l'ADH et c'est pour ça que quand on en prend, on en consomme, on va plus souvent à la toilette, on crée plus on sécrète plus d'eau et éventuellement ces substances-là peuvent nous déshydrater. Si on transpire de façon intensément lors d'un exercice, le corps détecte la perte d'eau et le centre de soif est activé, on va boire de l'eau et on va aussi empêcher la sécrétion d'ADH.